Disons que je viens d'un milieu un peu paradoxal, mixte. Mon père était un ouvrier retraité. Il avait 60 ans quand je suis venu au monde. Et ma mère avait 20 ans de moins. Elle venait de milieu rural, mais ils ont toujours vécu en ville, tous les deux. Donc, dans un milieu ouvrier, à vrai dire, mais d'ouvriers qui ont réussi, quoi. Mon père, par exemple, a été un des premiers sociétaires de la Caisse populaire de Lévis. J'ai hérité de son folio qui était le numéro 49, qui était la première caisse populaire qui a été fondée par Desjardins. Alors, vous voyez un peu le genre. Ouvrier qui avait travaillé pour un peu partout, qui avait été boucher, garçon boucher, qui a travaillé pour le CNR, les chemins de fer, dont il a eu une retraite à 65 ans. Et dans une petite ville dont le milieu était totalement ouvrier. Lévis, c'était à l'époque, il y avait à peu près 15 000 ouvriers qui travaillaient au chantier, à Lauson, donc et tous les jeunes allaient vers le chantier, à vrai dire, en général, sauf ceux qui, comme moi, venant de parents sans grande scolarité. Mon père avait une bonne quatrième année, ma mère, ou l'inverse, une troisième. En tout cas, comme disait Georges Dard, à deux, ça leur en faisait 7. Mais avec quand même donnant beaucoup de valeur à l'éducation. C'était très important pour eux. Ils savaient que c'était la façon de s'en sortir, en quelque sorte, de se sortir d'une sorte d'aliénation qu'ils avaient vécu toute leur vie, à différents niveaux, même s'ils étaient, disons, d'une petite bourgeoisie rentière, loin d'être riches, mais quand même capables de vivre à peu près normalement dans un milieu relativement simple, où la communauté de quartier était encore une réalité, etc. Bon, voilà un peu l'enfance, les premières images d'enfance. J'aime dire parfois, pour rire un peu de moi-même, que je suis issu de deux grandes catastrophes. Parce que mon père avait été marié une première fois, mais son épouse et le fils qu'il avait eu avec elle sont décédés de la grippe espagnole. Et ma mère et elle n'ont pas été mariées, mais a vécu, disons, une peine d'amour à l'âge de 16-18 ans, quand son amoureux est parti, a été conscrit pendant la Première Guerre mondiale, et est revenu, le discours disait, avec une maladie. Alors, je ne vous fais pas de cinéma, mais je m'en suis fait parce que ce discours sur la maladie était toujours en suspens. On ne nommait pas. On ne savait pas comment nommer, mais c'était quelque chose dont il ne fallait pas parler dans un milieu rural. Alors, vous voyez, tout de suite, cette espèce d'expérience, bien sûr que je n'ai conscientisé que bien plus tard, quand j'ai eu moi-même vécu et circulé dans différents milieux, ce discours, tout de suite, nous met en piste vers quelque chose de l'ordre à la fois de la fracture sociale et de la blessure sociale, je dirais. Parce que ce fils de paysan, comme ma mère, qui est un vague cousin d'ailleurs, petit cousin, parce qu'à l'époque, les rencontres entre garçons et filles, il n'y en avait pas comme aujourd'hui à la dizaine par jour. Hein, c'était plutôt rare et généralement à travers des circuits familiaux plus ou moins étendus. Donc ce garçon qui venait du village voisin, qui est allé à l'armée, qui n'est pas allé à la guerre, mais qui a quand même quitté son village pour vivre la dérégulation d'un milieu urbain, parce que quand il était en congé de l'armée, il était quoi? En ville. Hein, j'imagine que, bon, il y a eu un certain nombre d'expériences comme ça de dérégulation que j'ai connu, moi, plus tard, quand j'étais moi-même marin. J'ai connu dans ces milieux-là de façon très forte. Les matelots à bord des bateaux sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, en fin de semaine, ils prenaient leur paye et mettaient dans leur petite poche. Le lundi matin, généralement, il n'y en avait plus.
c'était parti de toutes sortes de choses. Tu sais. Bon, et avec toutes sortes d'expériences traumatisantes, et les 15 jours d'après, ils quêtaient de l'argent pour s'acheter des cigarettes jusqu'à la prochaine paye, et pleuraient sur la fille de leur village qu'ils ne pourraient pas marier parce qu'ils n'étaient jamais là et que de toute façon, ils rencontreraient quelqu'un d'autre pendant leur absence. Et le... Excusez-moi. J'ai été dérangé par quelque chose hors de mon discours. Et voilà, ce milieu d'enfance, donc, concocte quelque chose qui va prendre beaucoup de temps avant de se conscientiser, comme je disais, mais qui est quand même là et qui, je pense, a son importance dans les différents intérêts que j'ai pu développer, une importance bien sûr inconsciente, plus tard, sans trop le savoir. On est manipulé comme ça par l'altérité depuis longtemps. Et j'y reviendrai probablement, mais pendant tout mon parcours académique et mon parcours professionnel, au fond, j'ai rarement choisi à la fois le métier et les travaux que j'ai faits. Je me suis un peu laissé porter par cette altérité. Ça a l'air un peu pédant de dire ça comme ça, mais c'est une réalité. Une altérité parfois nommable, parfois innommable, enfin, comme toute altérité, et, ou qu'on préfère garder en dehors du langage, mais qui est toujours là quelque part. Alors, anthropologie, sociologie, histoire, psychanalyse, tous ces champs d'intérêt, il y en a quelques autres là, que vous avez mis sur un bout de papier, on y reviendra probablement, sont des champs d'intérêt qui touchent à la question de l'altérité d'une façon quelconque, ou qui pointent la liminalité, la limite. Bon, évidemment, quand on travaille sur les phénomènes religieux, on est vite en face des questions rituelles qui sont toujours des gestions de la liminalité, comme disait Victor Turner et son épouse. Quels que soient les rituels, même les plus conventionnels, les plus routiniers, sont des essais de parcourir le terrain de l'étranger, de l'autre, pour revenir avec une expérience différente qui permet d'aménager sa propre vie sur son terroir d'origine. Bon, c'est la vie de tout le monde, il n'y a rien de bien original là-dedans, mais chacun aime le raconter à sa façon. Alors voilà donc pour la naissance, le milieu ouvrier dans lequel j'ai vécu, qui est un milieu populaire, très digne, mais en même temps plein de toutes sortes de problèmes. Beaucoup d'alcoolisme, par exemple, chez des voisins ou des choses comme ça. Mes premières expériences d'enfant, de rapport au monde, ça a été de jouer aux dames avec mon voisin qui était plus ou moins imbibé d'alcool et je gagnais facilement. Et donc, je revenais à la maison avec l'argent qu'il avait parié. Et pour vous dire un peu, illustrer un peu à la fois la richesse et les limites du milieu, évidemment, quand ma mère me voyait revenir avec $1 ou un $2 dans ma poche, la fin d'après-midi, que j'avais gagné en jouant aux dames, elle a eu le réflexe de prendre le $2, d'aller trouver l'épouse du monsieur en question, de lui dire, écoute, et l'épouse du monsieur en question de lui dire, j'aime autant qu'ils mettent ça là que sur la bière. Donc, une honnêteté foncière dans ces milieux, une très grande honnêteté. Moi, je respecte et que je trouve admirable. Mais en même temps, oui, une sorte de violence plus ou moins larvée de gens qui, étant aliénés, vivant toutes sortes d'aliénations, il y a l'aliénation du Canadien français, il y a l'aliénation de l'ouvrier, il y a l'aliénation de celui qui a toutes sortes de rêves, qui aurait pu être jardinier, menuisier, tout ça, et qui finalement travaille un peu à la journée, est un journalier, et quand même fait vivre sa famille, essaie d'avoir une vie digne, et avoir une vie digne, ça veut dire se conformer à un certain nombre de paradigmes, de paramètres qui sont mis en place, dont ceux, évidemment, que l'Église met en place, parce qu'il y a là un encadrement religieux dans ces milieux-là, qui va continuer même dans une petite ville comme Lévis, et bien sûr, longtemps, et qui va permettre des trajectoires de promotion sociale à certains, comme moi, par exemple, qui pu avoir accès au collège, parce que mes parents valorisaient l'éducation.
alors que les petits garçons du voisinage, ben, à 16 ans, 17 ans, prenaient le chemin du chantier, hein, sans avoir de véritable métier, mais pouvaient revenir avec un salaire rapidement, bon, etc. Bon, vous voyez tout de suite ce que ça implique. Euh, Parmi mes premières expériences d'enfance, bon, il y en a plusieurs, je ne les raconterai pas toutes, mais pour simplement saisir quelque chose qui a un rapport à la vie intellectuelle, le premier livre qui est rentré chez moi, c'est un dictionnaire Larousse. Je devais avoir 5 ans à peu près. Probablement que je venais d'être inscrit à l'école primaire. C'est mes souvenirs, mais je me souviens très bien du livre. Et je me souviens très bien du fait qu'avant de l'acheter, ma mère est allée voir le vicaire pour lui demander si c'était bien d'avoir ce livre-là dans la maison et qu'il puisse être entre mes mains. Alors le jeune vicaire, parce qu'il y avait 3 vicaires dans cette paroisse de 15 000 habitants à peu près à l'époque, il y avait un curé et 3 vicaires, hein, c'est différent d'aujourd'hui. Euh, et le jeune vicaire que tout le monde aimait, c'était celui qui s'occupait des jeunes, etc., etc. Ben, lui dit, ben oui, c'est important, écoutez, il lève tous les obstacles rapidement comme ça. Mais au fond, j'aurais pu tomber sur une vieille barbe qui aurait dit, ah, vous savez, il y a des photos de femmes là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires, là, faites attention. Et là, je sais très bien que le dictionnaire aurait pris le coin quelque part dans la cave, tu sais. Alors que là, il est devenu presque un livre de chevet que j'ai pu feuilleter longtemps. Et au point qu'adolescent, alors que je faisais de la musique au collège, euh, ça, ça a déterminé ma carrière, entre guillemets, musicale. Parce qu'à 13 ans, feuilletant le dictionnaire, je suis tombé sur cette image d'un instrument que personne ne connaissait, qui s'appelait le basson, qui était la base des bois, alors que je jouais de la clarinette. Et puis, sans grand talent, mais bon, avec quand même un peu d'intérêt. Et je décide que ce serait intéressant d'apprendre le basson. Je dis ça au directeur de l'harmonie, qui était prof au conservatoire. Et la semaine d'après, j'étais inscrit au conservatoire en basson. J'étais le seul élève en basson. Et ce qui a fait que 2 ans plus tard, ben, je commençais à jouer dans des orchestres et que j'ai pu gagner des sous jusqu'à 20, 23, 24 ans en faisant de la musique. À la pige, comme ça, y compris avec l'orchestre symphonique, comme troisième chaise. Quand il y avait besoin d'une troisième chaise, c'était moi qui y allais. La deuxième venait de Montréal ou de Toronto. La première était le prof que j'avais à Québec. Alors, vous voyez, il y a une trajectoire de promotion sociale qui se fait à travers des choses comme ça, qui est liée au hasard. Hein, pourquoi j'ai été intéressé au basson en voyant l'image d'un basson comme la base? Ben, c'était rare, et comme j'étais un enfant seul, qui avait pas accès, qui avait peu accès je dirais, à la vie de gang ou de choses comme ça, ben, une façon de me faire valoir était d'aller chercher des choses un peu marginales. Évidemment, j'ai été le seul bassoniste de Québec pendant presque 10 ans avec le prof. Ça a des avantages, notamment financiers. Ça a pu me permettre plus tard de passer 1 an en Europe avec l'argent que j'avais ramassé en jouant du basson un peu partout. Voilà. Vous voyez, en étant sur le bord d'une vie professionnelle de musicien à ce moment-là, parce qu'évidemment, les qualifications demandées à un professionnel, j'aurais décidé d'aller à l'orchestre symphonique et tout de suite, il y avait une chaise pour moi, là, tu sais, deuxième basson, bon, à jouer des tunes pas toujours intéressantes. Je peux pas dire que ça m'enthousiasmait, mais c'était quelque chose d'intéressant. Et pour le fils d'ouvrier que j'étais, voilà, une voie pour quand même subsister et être autonome. Ça m'a permis à 16, 17 ans déjà d'être financièrement autonome, ce qui était rare. J'ai jamais demandé d'argent à mes parents, tu sais, mais alors que je voyais mes copains qui venaient de milieux bourgeois, beaucoup plus aisés que moi, toujours être pris quand ils voulaient aller au cinéma, tu sais, demander la permission, faire ci, faire ça. Moi, j'ai totale liberté. Surtout que mon père était décédé entre-temps. J'avais 12 ans quand mon père est décédé. Oui, c'est tout un contexte encore. Self-made man, pour dire ça en termes élégants que le cinéma américain aimerait bien. Mais on n'en est pas là. Ben, voilà, pour l'enfance, l'école primaire, c'était une école de frères. À Lévis, l'endroit où je vivais, la maison que mon père a fait construire pendant la guerre,
alors que j'étais tout jeune, j'avais 3 ans quand on y a aménagé. Je suis né en 39. Bon, je suis un fils de la guerre aussi, la semaine même où la déclaration de la guerre a été faite par le Canada. J'ai souvent longtemps pensé que c'était la journée même, mais il semblerait que c'est plutôt dans les environs. Bon, ça a peu d'importance, ça fait un petit velours, mais la maison était à peu près à égale distance, peut-être 400 mètres, d'une école de frères, Maris, du Patro avec les frères Saint-Vincent-de-Paul, et d'un Juvénat avec les frères des écoles chrétiennes. C'était une espèce de triangulation comme ça, là, tu sais, au centre de ça. Donc, Juvénat, je n'ai pas connu, mais l'école des frères, ça a été mon école élémentaire jusqu'à la 6e année. Une école qui était parmi les rares au Québec, je pense qu'il y en a une douzaine, qui faisait jusqu'à la 12e année. Donc, qui formait des gens au niveau secondaire. On oublie ça, que dans les années 50, dans les années 40 dont on parle, puis dans les années 50 encore, je pense, je me souviens d'avoir lu plus tard, quelque part, des travaux d'historiens qui mentionnaient qu'il y avait tout au plus une douzaine d'écoles secondaires pour garçons. Il y en avait quelques-unes aussi pour les filles, mais qui étaient probablement encore plus rares, des communautés de religieuses, mais que les frères tenaient un peu partout, à bout de bras. Hein, parce qu'il faut voir la vie de ces hommes-là. Tu sais. Moi, j'ai encore des images de ça, des bons frères qui, le matin, allaient à la messe de 7 heures à l'église, qui était à peu près 1 kilomètre, l'hiver, à -20, se rendaient à la messe, se tenaient dans la nef, un peu derrière les colonnes, parce qu'évidemment, c'était des clercs minorisés, les frères. Hein, il n'y avait aucun prestige. Et revenaient, bien sûr, il y avait déjà... Ça faisait déjà depuis probablement une couple d'heures qu'ils étaient debout, qu'ils avaient fait des prières et qu'ils avaient travaillé, revenaient, prenaient un petit déjeuner relativement copieux, et passaient le reste de la journée, et à 8 heures, ils étaient dehors dans la cour à recevoir les petits gars de la ville qui venaient d'un peu partout, avec leur turbulence, faire la discipline, ensuite faire l'école, et l'heure du midi, surveillance encore, l'après-midi, et le soir, correction de devoirs, et ils réussissaient à écrire des manuels. Il faut quand même donner crédit. Parce que crédit, bon, c'était pas tous des pédagogues de premier ordre. Il y en avait qui étaient excellents et d'autres qui étaient plutôt moches, il faut le dire. Mais on peut retenir les excellents tout aussi bien que les moches. Et il y a quelques figures là-dedans, moi, qui me sont restées proches à cause de leur capacité d'empathie avec les jeunes, de leur capacité de négocier tout ce milieu relativement violent, parce qu'à l'époque, on se battait dans la cour. Hein. Moi, j'ai des bagarres à coups de poing, j'en ai connu, j'en ai pratiqué moi-même. Aujourd'hui, ce serait un scandale épouvantable. Là. Les journaux en parleraient probablement, mais on se battait relativement souvent. On ne faisait pas seulement s'engueuler. Et le langage était très fleuri aussi, j'imagine. Bon, c'était un milieu populaire, c'était un milieu effervescent, et c'était un milieu en même temps relativement aliéné, je disais tantôt, beaucoup de problèmes sociaux, plus ou moins graves, l'ivrognerie, alcoolisme, ce qui est typique de tous les milieux. Enfin, on a la même chose en Irlande, par exemple. Hein? On a vu la même chose dans bien d'autres milieux où il y a à la fois une aliénation nationale, une impossibilité d'affirmer son identité, ou une difficulté à affirmer son identité, et où cette classe populaire, issue de milieux ruraux, mais de milieux ruraux pauvres, qui avaient de la difficulté à vivre, et au Québec, c'était vrai aussi, parce que la ruralité qu'on chantait était quand même une ruralité très problématique. Il y avait les terres au bord du fleuve, au bord des rivières, des terres d'alluvion qui étaient bonnes, mais dès qu'on allait un peu à l'intérieur, c'était de la terre de roche, comme disaient les gens de Charlevoix. Hein? C'est la roche qui poussait, non pas le reste. Et on pratiquait une agriculture extensive qui était la même partout, donc sans véritable compétence. Pour en raconter d'autres là-dessus un peu plus tard. Mais ce milieu ouvrier venait de là, n'avait pas de compétences professionnelles ou très peu. Ceux qui parvenaient à la contremaîtrise, il y avait quelques contremaîtres ou qui étaient issus de ce milieu-là, mais qui, grâce à des savoir-faire exceptionnels, arrivaient à monter un petit peu, mais étaient encore, bien sûr, des dominés. Hein. C'était des sous-officiers, quoi. Un peu comme un
quartier-maître sur un bateau ou un sergent dans l'armée. Avec le respect des inférieurs, mais le mépris des supérieurs. Quelque part entre les deux. Euh, Effervescence, vous voyez, intéressante, avec bien sûr un encadrement qui est encore celui de l'Église dans les années 40, dans les années 50, que j'ai un petit peu illustré avec mon histoire de dictionnaire, mais je pourrais donner de multiples exemples, qui ne rendaient pas les gens malheureux. Contrairement à ce qu'une certaine idéologie née de la Révolution tranquille prétend que c'était bien épouvantable, la grande noirceur, les gens n'étaient pas malheureux là-dedans. Bien sûr, ils en mangeaient du curé. Les Québécois ont toujours mangé du curé au 19e siècle. Bon, il suffit de voir un peu l'histoire, hein, de voir les querelles, par exemple, avec Monseigneur Tachereau ou son frère qui était curé de je ne me souviens plus trop quelle paroisse sur la côte de Beaupré, qui a dû quitter la paroisse parce que les paroissiens n'en voulaient plus, hein, tout simplement. C'était pas nécessairement un milieu béné oui, là, tout le monde marchait au pas quand le curé disait de marcher au pas. C'était pas comme ça que ça... De toute façon, les contrôles sociaux étaient difficiles, les distances étaient grandes, les hommes étaient absents, ils partaient au chantier ou partaient au travail, ce qui était un problème majeur. Les femmes faisaient la loi, donc il faut quand même le dire, c'est les femmes qui faisaient la loi. Il y a tout un mythe du patriarcat au Québec, alors que c'est un immense matriarcat, d'une certaine façon, pendant tout le 19e siècle. Bon, pas pendant toute l'histoire du Québec. Encore là, il faut faire attention. On y reviendra. C'est la facette historique de la chose. Mais il y a une réalité là qu'on oublie trop souvent. Ce qui ne veut pas dire que quand je dis que les femmes dominaient, oui, elles faisaient la loi à la maison. Mais bien sûr, elles étaient aussi aux prises avec un tas de contraintes, un tas de difficultés, y compris des difficultés financières et monétaires pour survivre dans ce milieu-là. C'est un peu, voilà, mon image d'enfance. Dès la 6e année, comme j'avais de bonnes notes, on m'avait fait sauter même la 5e, j'étais jeune, mes parents, qui en rêvaient sans doute depuis longtemps, m'inscrivent au collège. Grâce à un vieil oncle de ma mère qui est un peu mécène et qui payait les études des jeunes dont il espérait qu'ils deviendraient prêtres. Il y en avait un peu partout comme ça. C'était un monsieur qui avait beaucoup de sous comme marchand général dans un village en Abitibi, qui donc, très digne, mais qui a payé mes études au collège, littéralement, d'un bout à l'autre. Ce qui me rendait d'ailleurs un peu honteux, d'une certaine façon, parce que c'était pas la mer à boire, ça coûtait quelque chose comme 300 $ par année, tu sais, mais c'était la mer à boire pour quelqu'un. Mon père est décédé alors que j'étais à ma 2e année de collège, en 1952. J'avais 12 ans. Suite à une maladie assez longue, était 6 ans malade, impotent, difficultés respiratoires et toute l'histoire. Et finalement, cette inscription au collège, évidemment, était une trajectoire de promotion sociale évidente. Au collège, dans toutes mes années de collège, les 9 ans, j'étais le seul fils d'ouvrier dans la classe. Les autres, les élèves externes de Lévis, étaient des fils de bourgeois, c'est-à-dire médecins, avocats, choses comme ça, ou, pour la majorité des pensionnaires, des fils de cultivateurs plus ou moins prospères, mais que souvent des prêtres de paroisse ou d'autres finissaient par placer au collège parce qu'ils avaient décelé chez eux un peu plus de facilité, disons, que chez d'autres. C'était la structure. Et espérer en faire des prêtres, c'était une structure de reproduction, évidemment. Comme tous les systèmes éducatifs, j'oserais dire. Mais cette structure fonctionnait et elle permettait comme ça un certain nombre de trajectoires un peu atypiques. Et la mienne a été atypique parce que seul fils d'ouvrier, je ne faisais partie d'aucun des groupes, encore une fois. Je n'étais pas fils de bourgeois, je n'étais pas fils de paysan, cultivateur. J'aime pas le mot paysan, je pense que c'était plutôt des entrepreneurs agricoles déjà, pas très riches, mais quand même autonomes, ce qui est la différence entre un paysan, à mon sens. Et ce milieu,
complètement encadré par le clergé. Le collège, c'était 60 prêtres pour à peu près 500-600 élèves, tu sais. C'était un bon ratio quand même. Très peu de professeurs laïcs, j'en ai peut-être eu un ou deux. Il y en a eu maximum trois que j'ai connus au collège. Que généralement, on n'aimait pas trop non plus, d'ailleurs, pour toutes sortes de raisons. Ils représentaient un autre monde. Alors, encore là, une trajectoire un peu atypique, j'oserais le dire, dont je me suis émancipé relativement vite. Grâce à la musique, encore une fois, j'ai obtenu beaucoup de privilèges que d'autres n'avaient pas. Un exemple, tous les Christians étaient obligés d'assister à la messe dominicale au collège à 10 heures le dimanche. Or, moi, prétextant ou ayant véritablement des répétitions d'orchestre ou autre chose le dimanche matin, dès la 4e, 5e année en méthode, quelque chose comme ça, j'ai été exempté de la messe du dimanche. Autrement dit, libre comme un oiseau. Évidemment, il y avait le patro. Et toute mon enfance, j'ai passé les vacances au patro avec les frères Saint-Vincent-de-Paul. J'ai continué à l'adolescence, mais à travers des organisations comme la fanfare, des chorales, des groupes de chanteurs, les copains de la gamme, en fait, toutes sortes de choses comme ça. On montait même des pièces de théâtre. Mais bref, cette implication dans le milieu du patro ou encore les frères, des religieux, qui permettaient une certaine émancipation. Pour finir cette séquence, c'est simplement avec une petite histoire. Quand plus tard, à 20 ans, j'ai travaillé sur les bateaux, on allait souvent à Montréal et on accostait au quai de l'Horloge, près de l'Horloge. C'est un quai du gouvernement fédéral, quai de la Reine, qu'on appelait ça encore. Mais on avait une consigne quand on sortait de là, parce qu'il y avait des terrains vagues à traverser pour se rendre sur la rue Sainte-Catherine ou sur la rue Notre-Dame. La consigne, c'était de jamais faire ça seul le soir, parce que c'était dangereux. Il y avait des gangs qui attaquaient les marins. Alors, il y a quelques années, j'ai eu un étudiant doctorant à l'Université de Sherbrooke qui est un artiste. C'est lui qui a fait ce qu'il y a derrière moi ici. Et qui essayait de vivre de sa peinture, qui était probablement dans la cinquantaine, soixantaine déjà, et qui a fait un doctorat en éthique à Sherbrooke, que j'ai co-dirigé avec Jean-François Malherbe à l'époque. Et en bavardant avec lui, à un moment donné, je lui raconte cette anecdote, tu sais, que je connaissais parce qu'il venait d'Hochelaga. Ben, il dit, moi, je faisais partie de la gang qui attaquait les matelots. Alors, on a pris une bière ensemble, ce qui était très intéressant pour mettre en place un accompagnement de doctorat en éthique. Et il m'a raconté que tous les jeunes de sa gang étaient morts. Il était le seul survivant. Parce qu'ils étaient morts de mort violente ou soit de maladies de toutes sortes, mais non pas de mort naturelle, mais généralement de mort violente, liées plus ou moins à des activités comme ça. Et lui s'en est sorti grâce au patro de Montréal. Parce qu'il y a un frère du patro qui a remarqué sa capacité, son savoir-faire manuel et sa capacité de dessiner. Il l'a fait dessiner, ce qui l'a fait aboutir dans une école de design. Et il a fait une carrière là-dedans. Et ce qui lui permet aujourd'hui de vivre, bien sûr un peu chichement, mais de vivre de sa peinture et de son art. C'est un peu l'histoire du Québec.